Bon midi à tous, soyez les bienvenus pour cet autre lunch immobilier. En ce lundi 25 mars, nous sommes rendus à notre 161e lunch. Incroyable comme le temps file. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur, coach formateur au club et j'ai encore une fois le privilège d'être accompagné par Jean-Philippe Claude lui-même aussi qui porte plusieurs chapeaux. Jean-Philippe, salut. Salut Jean-Pierre. Ben oui, on va prendre ça une habitude, troisième semaine en ligne. C'est oui, fun, ça. Toujours un plaisir. On prend la relève pendant que nos amis sont encore au Pérou dans leur voyage humanitaire. On les salue et on les remercie de faire ça pour améliorer des conditions de vie là-bas de gens qui ont moins reçu que nous. Donc, gros engagement de leur part de dire « Hey, on va faire ça », puis de le faire en réalité. Il y a toute une marge. Donc, félicitations Yvan, Lise, Isabelle, toute l'équipe qui est là-bas. Donc, pas mal le fun, Simon, bien sûr. Donc, voilà, écoutez, bon programme ce midi. On travaille votre mindset. On dit toujours que l'immobilier, c'est 80% de mindset, 20% de technique et on revient souvent là-dessus. C'est une composante négligée. Les gens veulent un paquet de connaissances techniques et parfois négligent ce qui se passe entre leurs deux oreilles. Donc, on en parle ce midi. Là-dessus, on vous introduit quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui va nous parler de courage, composante extrêmement importante en immobilier. Écoutez, il est auteur, motivateur, formateur, conférencier, une grosse pointure au club. On est toujours très fiers de l'avoir avec nous. J'aimerais qu'on accueille M. Ray Vincent, s'il vous plaît. Tout le monde, on l'applaudit. Yes. Salut, Ray. On applaudit tout le monde. Bravo, bravo. Comment ça va, Ray? De mieux en mieux, comme toujours. Et toi? Ben oui, certainement. On est très heureux de te recevoir ce midi pour nous parler de mindset. L'envoi, l'infolette du club nous disait qu'est-ce qui empêche les investisseurs de passer à l'action? C'est quoi cette barrière-là alors qu'on sait qu'un bon achat en immobilier peut tellement nous rapporter sur plusieurs plans? Qu'est-ce qui se passe, Ray? Moi, je pense qu'une grosse partie inconsciente de l'autosabotage, notre éducation, notre environnement, là d'où on vient, c'est pas de notre faute si on parle français québécois, on est élevé là-dedans. Et il y a des gens qui c'est pas de leur faute s'ils parlent trois langues, anglais, français, italien ou espagnol, peu importe, ils sont venus au monde avec ça. Mais comme vous êtes venus au monde dans un mental, dans un environnement de pauvreté mentale, quand on parle de pauvreté mentale, on ne parle pas juste d'argent. On ne parle toujours d'avoir peur de manquer. On parle toujours d'avoir peur de passer à l'action parce que si on manque notre coup, on va se faire critiquer, on va se faire juger, on va se faire condamner. Et évidemment, on a beau avoir les rêves les plus grands sur la Terre, là, mais s'il n'y a pas de technique, s'il n'y a pas de plan, parce qu'il y a deux sortes de plans. En immobilier, évidemment, on est chacun des investisseurs à notre façon. Moi, j'ai fait beaucoup de flips avec Jacques Lépine et d'autres durant ma carrière. Et en immobilier, il y a deux sortes de plans. Oui, il y a le plan des techniques, il y a le plan des stratégies. Ça, c'est 20% du plan. Évidemment, c'est impératif, c'est la fondation. Si vous n'avez pas de plan au niveau de votre mental, vous êtes voué à tourner en rond. Regardez bien, dans une vie complète, on ne parle pas simplement d'un projet d'un an ou de 5 ans ou de 10 ans, mais dans une vie complète, vous allez avoir un paquet d'impondérables, des situations 100% hors de votre contrôle social, économique. L'avantage d'avoir l'âge que j'ai ou l'âge que Jacques Lépine a, on a parcouru un chemin avec ses hauts et ses bas. On est encore actif, on est encore performant, on est encore des entrepreneurs. Et tant qu'on va rester sain de corps et d'esprit, on va le demeurer. Et c'est sûr que le développement personnel, c'est redondant. C'est de la répétition. C'est invisible à l'œil nu. C'est comme se brosser les dents tous les jours. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se brosse les dents qu'on dit, ben là, matin, c'est assez, ça fait 10 ans que je me brosse les dents, je suis correct jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme l'hygiène corporelle. Napoleon Hill, dans son livre Réfléchissez, devenir riche, dont tous les coachs se sont inspirés en Amérique du Nord, nous dit une chose suivante. Le succès, ça commence par un désir qui devient une obsession magnifique. Et quand tu es un obsédé d'une façon magnifique, c'est à tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps, Noël, la Pâques, en fin de l'année. Tu sais,
moi, je dis aux gens, puis je dis ça avec beaucoup de respect et d'amour, là, quand moi, à Pâques, je vais me laver les dents. À Pâques, je vais prendre ma douche. À Noël aussi. Mais pourquoi est-ce que je ne travaillerai pas mon mental à Pâques et à Noël aussi? OK? Parce que c'est invisible à l'œil nu, parce que ça ne paraît pas. Prenez un athlète professionnel. On a des gens dans le club immobilier qui s'entraînent 3-4 fois par semaine au gymnase, au gym. Ils ne disent pas, ben là, ça fait 6 mois que je m'entraîne, je suis correct pour les prochains 6 mois. Mais non. Là, parce que la musculature va s'effondrer. C'est sûr qu'un gars comme vous autres qui a 40 ans ou qui a 50 ans, vous n'avez pas la même musculature, la même résistance qu'un gars de mon âge. Mais il en demeure pas moins que si vous êtes 6 mois sans vous entraîner, vous allez perdre de la masse musculaire, vous allez perdre de l'endurance, vous allez perdre un paquet d'ensembles qui vont faire que vous ne serez plus autant performant. Et un des phénomènes importants, et on le sait en neurosciences maintenant, vous savez, quand j'ai commencé, moi, il y a 60 ans dans le développement personnel, on n'avait aucune preuve scientifique. Comme quoi que le mindset avait une influence directe sur la biologie de notre corps. Aujourd'hui, en 2024, on est privilégié. Les neuroscientifiques nous donnent des preuves tangibles, visuelles, avec tous les scans possibles et inimaginables. Scan du cerveau, scan du cœur, les électroencéphalographes, cardiographes et tout ça. Tous les tests hormonaux possibles et inimaginables chez les athlètes professionnels, hommes et femmes. Et on découvre scientifiquement prouvable que lorsque tu changes ton mindset, tu maintiens ton mindset, tu changes la biologie de ton corps, tu ne fabriques pas les mêmes hormones que monsieur et madame tout le monde. Et les hommes et les femmes de performance ont besoin d'énergie. C'est-à-dire, on dépense, vous et moi, 7 fois plus d'énergie que monsieur et madame tout le monde. Regardez, Anthony Robbins, que tout le monde connaît, le dit dans ses podcasts. Avant une conférence, il perd 3500 calories. C'est pas parce qu'il va faire du jogging, là. Un joueur d'échecs professionnel, avant une game, il va perdre 4000 calories. Imaginez l'énergie que le mental a besoin pour performer dans le défi constant. Vous savez, dans le monde de l'immobilier ou dans le monde des affaires, on vit à tous les jours des rejets. Si ces rejets-là, on les prend personnels, si on ne s'immunise pas à ça, si on ne devient pas en téflon ou à l'épreuve des balles, ces rejets-là nous détruisent petit feu par petit feu. Ça devient un cancer pénible et lancinant. Et ces rejets-là nous minent, nous détruisent à tous les jours. Par contre, ces rejets-là, si je les convertis dans un mindset de dire, OK, c'est un rejet, mais qui m'amène à un oui, qui m'amène à une conclusion, ce rejet-là devient pour moi une source de force et de puissance. Dans mes premiers gros conflits personnels, oui, je t'écoute, Jean-Pierre. Bien, au sujet du rejet, Ray, puis je pense Jean-Philippe aussi, c'est pas relié à qui nous sommes. Il y en a qui disent, ben, je ne veux pas me faire dire non. Écoutez, ils ne vous connaissent pas pour X raisons. Puis souvent, ça peut être le timing, ça peut être plein d'autres facteurs. Ils ne sont peut-être pas prêts à prendre votre offre d'achat, votre prospection, à vous recevoir, à discuter avec vous, mais ça n'a rien à voir avec votre nom, votre personnalité, votre personne, qui vous êtes. Exactement. Parce que comme les coachs nous disent, le rejet est une marche vers l'acceptation. Mais c'est une décision que je dois prendre à tous les matins en me disant, aujourd'hui, peu importe le rejet que je vais vivre, ce rejet-là fait partie de mon entraînement, fait partie du jeu, fait partie du cheminement. Comme dit Robert Kiyosaki, dans le cash flow, que ce soit cash flow ou que ce soit n'importe quel autre jeu d'argent. Le rejet fait partie de la game, ça fait partie du jeu, ça fait partie de mon entraînement. Dans mes premiers face à face avec la réalité de la vie, parce que vous savez, on s'imagine, quand on devient positif, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. On est à l'épreuve des balles, on n'est plus confronté, on n'est pas mis à l'épreuve. Et je vais vous faire grâce de tous les détails, mais ma première prise de conscience face à une épreuve dont je n'avais pas le contrôle, où je me sentais impuissant.
je l'ai vécu, j'avais 24 ans. Mais ça faisait 5 ans que je lisais Réfléchissez, devenir riche. The Power of Positive Thinking de Norman Vincent Peale. OK? Et là, je suis dans un défi incontrôlable, personnellement, où ma fille est née et entre la vie et la mort, à l'hôpital général de Toronto, elle est venue au monde prématuré, elle est dans un incubateur, elle ne pèse pas 3 livres, on ne sait pas si ça va vivre. Alors, moi, là, je suis complètement déboussolé parce que je me dis, pourtant, je suis un gars positif, un gars dynamique, puis il m'arrive une affaire comme ça. Et là, je tombe dans mes livres, je retourne dans mes livres, puis je prends le livre de Norman Vincent Peale. Puis évidemment, moi, je viens d'un milieu très religieux. Hein, je n'ai pas votre âge, là. Et évidemment, je m'en suis sorti, pas de la spiritualité, mais du contexte intellectuel religieux. Et Norman Vincent Peale, il dit, l'être humain qui réussit, c'est un être humain qui a une foi indestructible. Mais moi, à l'époque, quand on parlait de la foi, j'associais ça à la religion catholique, à la religion judéo-chrétienne. Alors, j'ai fait ça comme ça. Mais un petit peu plus loin, lui, il dit la foi, c'est un muscle spirituel. C'est exactement ce que parle Napoléon Hill dans il dit un muscle spirituel, ça se renforce parce que tu prends la décision de faire face. Alors, ce soir-là, il est peut-être 2-3 heures le matin, je suis à Toronto, j'ai étudié en chiropratique, j'ai une petite fille qui est entre la vie et la mort à Toronto, à l'hôpital, puis je me dis, OK. Donc, c'est une situation que moi, je ne peux pas contrôler, mais je peux contrôler mon émotion, je peux contrôler mon attitude, je peux contrôler mon mental et je peux dire par télépathie à ma fille, écoute, si tu veux te battre, mon trésor, je vais me battre avec toi. Et cette journée-là, j'ai considéré que la foi, c'était un muscle spirituel. Et ce muscle-là se renforce par la résistance qu'on y oppose, la force qu'on y oppose. Alors, le lendemain, la mère de ma fille et moi-même, on est allés à l'hôpital et on a dit à notre fille mentalement, écoute, si tu veux vivre, si tu veux te battre, on va se battre avec toi. Et aujourd'hui, elle a 55 ans, elle est en parfaite forme, elle est physique et mentale, elle est dans l'immobilier à plein temps, elle est multimillionnaire et elle a une famille extraordinaire. Et c'était ma première confrontation dans un rejet de la vie. Alors, grâce à mes lectures, c'est pas moi qui ai inventé ça, Norman Vincent Peale, j'ai un problème, oui, c'est vrai, mais si j'accepte d'y faire face à mon problème, si j'accepte de faire face à mon rejet, à la situation, au non, ben, je deviens plus fort, je deviens plus résistant, je deviens plus puissant, je deviens plus engagé, je deviens plus indestructible. Et c'est cette décision-là qui a changé ma vie il y a 24 ans. Ce qui a fait que Jacques Lépine puis moi, dans nos carrières de 50 ans, on a vécu 1982 où les intérêts ont passé de 7 à 24. On a vécu 1990 où la bourse s'est effondrée. On a vécu 2001 où les 2 tours à New York se sont effondrés. 2008 où la bourse s'est effondrée. Où on a eu des problèmes de santé physique. Où on a pris la décision de dire, OK, j'ai ce problème-là, je vais y faire face, je vais demander de l'aide, j'ai eu de l'aide. Alors, le rejet est une façon de me renforcer, pas une façon de m'affaiblir. On a le rejet, on va divorcer, c'est une forme de rejet. On a un problème financier, c'est une forme de rejet. Oui, Jean-Pierre. Bien, je passerai la parole à Jean-Philippe. En termes de rejet, Jean-Philippe, dans ta carrière, je sais que tu en as vécu. Je pense que tu as développé aussi un mindset très solide par rapport à ça. Oui, j'essaie de trouver un exemple. En fait, je pense qu'on est tellement habitué maintenant qu'on ne le prend plus personnel. Fait que en fait, j'ai de la difficulté à trouver un exemple précis. Je me souviens dans un de tes témoignages, je pense que tu parlais par rapport à ton père, si tu me permets de... Oui. Ben oui, mon père est un homme d'affaires. D'ailleurs, je le remercie. Il était là avec moi tout à l'heure. En fait, il nous a enseigné les affaires depuis que je suis tout petit. C'est une compagnie de vêtements, donc j'ai vu mes parents évoluer là-dedans. Puis, tu sais, ça n'a pas été une business multimillionnaire, mais tu sais, ça avait toujours subvenu aux besoins de la famille. Puis, quand j'ai commencé en immobilier,
je me souviens, j'avais le mindset, mais j'avais pas les outils avec moi, j'avais pas l'argent, mettons, la liquidité pour faire tout ça. Et je me souviens, on était allé au Salon immobilier de Montréal, je m'étais fait faire des cartes d'affaires. Je pense que j'avais quelque chose comme 8 000 $ dans mon compte à l'époque. Puis là, j'ai distribué des cartes. Je dis, moi, je vais acheter des blocs. Puis en fait, mon père m'avait dit 2 ou 3 ans plus tard, heureusement, après que j'avais eu un peu de succès, il m'avait dit, écoute, j'ai eu pitié de toi 2 fois dans ma vie. Il dit, une fois quand tu étais plein de boutons au secondaire, tu avais de la misère à avoir quelqu'un pour le bal de finissant. Puis quand tu distribuais tes cartes d'affaires, au début, quand tu commençais, tu n'avais pas une scène, puis je trouvais que tu faisais pitié. Mais tu vois, avec le temps, 3 ans plus tard, à la même conférence, je donnais une conférence. Il y avait 500 personnes, je donnais une conférence sur mon premier achat de 100 logements. Fait que je l'ai vécu, je l'ai vécu, fake it until you make it. Mais je ne peux pas dire que ça m'a personnellement affecté ce rejet-là, mais le fait que mon père me l'ait dit, je disais, une chance que tu ne me l'as pas dit à l'époque, parce que là ça aurait fait mal, parce que c'est du rejet, en fait, de la pitié familiale. Là. Je suis quand même content que tu me le dises là, puis pas il y a longtemps, mais c'était une belle histoire de dire, tu l'essayes, puis tu passes, tu fais. C'est drôle, je voyais une vidéo de Charles Côté dernièrement, puis il disait, tu fais ce que tu sais que tu dois faire. J'adore ce terme-là, tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Je devais chercher des immeubles, je l'ai fait malgré ma faible position, mon manque d'expérience, puis voilà, on avance comme ça. Et je suis sûr que les gens avec qui tu traitais pour acheter, mettons, ce premier 100 logements-là, n'avaient pas conscience de ta vulnérabilité à ce moment-là. Absolument pas. Puis, c'est quoi le pire que je peux avoir? C'est encore une fois, c'est un non. Tu sais, c'est facile à dire de l'extérieur. En fait, c'est sûr que de se faire dire non, puis de faire des promesses d'achat, puis se faire dire non, ça reste que c'est jamais plaisant. Là. On se mentira pas. Là. C'est jamais yes, je me suis fait dire non. C'est jamais plaisant, mais je pense que, comme tu l'as dit, Ray, on devient immunisé. Puis mon père, pour finir l'histoire de mon père, en fait, il a refusé d'investir avec moi dans mes premières transactions. Il y avait un peu de liquidité, pas grand-chose, une centaine de milliers de dollars à l'époque. Puis il avait refusé, puis éventuellement, après 2 ou 3 transactions, il a fini par investir avec moi. Puis là, j'avais ri, je vais dire, hein, le petit kid là, qui distribuait ses cartes d'affaires, finalement, tu as investi avec lui. Fait que j'étais bien content, j'étais bien fier de ce progrès-là. Très bon, très, très bon. On voit que le sujet de ce midi plaît beaucoup à nos auditeurs. Comme de quoi on a besoin de cette nourriture-là spirituelle, Ray, et que tu as tellement ta place avec nous à tous les jours. On en prendrait toujours plus. Beaucoup de belles et de bonnes réactions. Entre autres, Barbara Hines, à 12h19, nous dit « Si vous ne mettez pas l'argent au service de votre vie, vous serez pour toujours son esclave. » Il y a quand même des belles pensées là, de la part de nos participants ce midi. Beaucoup de reconnaissance que tu sois là. Ray, une des choses... qui suivait mes conférences de 50 ans, Jean-Pierre. Wow! Oui. Ou à l'époque, il n'y avait pas grand monde dans la salle physiquement, mais spirituellement, les salles étaient pleines. Tout à fait. On a Alexandre Boujard qui nous dit « La foi en nous est fondamentale. » Tellement vrai, juste d'y croire. Les gens qui commencent en immobilier sur les freins, qui pensent que ça ne leur arrivera pas, qu'ils ne le méritent pas, que ce n'est pas pour eux autres, guess what? Ça n'arrive pas. Et ceux qui ont cette foi-là ou cette confiance-là ou cet optimisme-là par rapport à la vie en général, mais par rapport au fait qu'ils peuvent s'enrichir et que ça peut fonctionner pour eux, on voit vraiment toute la différence. Donc, oui, parce que, tu sais, Jean-Pierre puis Jean-Philippe, on parle de rejet en immobilier, en rejet d'affaires. Mais ça, c'est une forme de rejet. Mais qu'est-ce qui arrive quand, dans ton cheminement, tu as un divorce? C'est une sorte de rejet, ça aussi. Mm-hmm. Ou, dans certains cas, il y a une faillite financière. C'est un gros rejet, ça aussi. On sait très bien que beaucoup d'hommes et de femmes, puis on ne le souhaite pas à personne, qui ont eu des périodes financièrement très difficiles, se sont levés. On sait qu'à cause de la COVID, par exemple, combien de commerces au Québec, dont les restaurants et tous les produits collatéraux, ces hommes et ces femmes qui ont vu leur vie de 30 ans s'évaporer en l'espace de quelques mois parce que leur commerce n'était plus rentable. Alors, il y a 2 sortes de ces gens-là. Il y en a qui vont se relever physiquement, spirituellement, ou mentalement et financièrement. Puis il y en a qui vont rester à terre.
Il y en a qui ne se relèveront pas. Il y en a que ça leur a causé des maladies. Il y en a qui sont morts du cancer. Et on ne parle pas des gens qui se sont suicidés. On ne parle pas de ça. Parce que vous savez que la personne, l'homme ou la femme, et je dis ça avec beaucoup de respect, qui met ses valeurs seulement sur l'aspect matériel, quand le matériel disparaît, sa raison de vivre n'existe plus. J'ai écouté un podcast récemment de David Goggins, que beaucoup de gens connaissent maintenant, David Goggins, qui est le plus grand militaire sur la planète. Il a battu des records mondiaux. Le seul militaire au monde qui a fait les 3 fois les SEALs, les Rangers, les Air Force. Et il dit dans son podcast, il dit, je suis rendu maintenant multimillionnaire et je vais réaliser que ma vraie richesse, c'est ma famille, c'est mes enfants. OK? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon entourage, c'est mes amis. Il dit, je ne possède même pas d'auto en mon nom. Je n'ai pas d'attachement. Pourtant, je suis multimillionnaire. Alors, je vois que, puis je dis ça avec respect et amour, parce que moi, j'ai été dans ce piège-là pendant 20 ans. Où le paraître, le fake it till you make it, sans discernement, t'amène à une très profonde et grande désillusion. OK? Parce que tu t'auto-évalues en fonction de tes possessions matérielles. Mais le jour où tu perds tes possessions matérielles, comme une COVID qui arrive dans ta vie, ou un mauvais placement, ou un mauvais investissement, il te reste quoi? Il te reste quoi? Alors, ce sont ces rejets-là aussi qui font partie de la vie. Ou du jour au lendemain, tu te réveilles, tu as un cancer, tu as 50 ans. Wow, c'est pas prévu dans ton programme. Tu fais quoi? Moi, je l'ai vécu en 2020. On m'annonce en 2020, j'ai le cancer stage 3. Et le docteur avait demandé, M. Vincent, vous prenez ça comment? Et ma femme me dit que je suis devenu rouge comme une pivoine. Et ma première réponse spontanée, c'est tout un défi que je vais relever. OK? Ça n'était même pas une question, qu'est-ce que je vais faire? Spontanément, j'ai réagi, c'est un grand défi que je vais relever. Oui, j'ai eu de l'aide. C'est sûr que j'ai eu de l'aide. La médecine me sauvait la vie, ma femme me sauvait la vie, mes enfants m'ont sauvé la vie. Mes raisons de vivre étaient au-delà de mes biens matériels parce que tu réalises très bien que peu importe la voiture que tu vas avoir, ils ne t'enterreront pas dedans. Même chose pour la maison. Les vêtements, ils vont t'enlever avant de te brûler, tu comprends? Puis les bijoux, ben garde, alléluia. Alors, l'idée là-dedans, c'est quoi? C'est prendre la décision que rien ni personne ni événement va t'empêcher d'aller où ce que tu veux avec amour et par amour, pour mon bien et pour le bien de ceux que j'aime. OK? Alors, oui, tu vas en avoir des confrontations dans ta vie. C'est sûr, ça. Puis plus tu prends de l'âge, bien, plus c'est possible aussi. Tu sais, moi, j'ai eu le cancer à 75, mettons. Je ne l'ai pas eu à 50. Mais j'ai des amis dans mon entourage qui ont eu le cancer à 50, là, qui ont eu des cancers très envahissants, qui, à tous les jours, là, ce nuage-là, il flotte sur leur tête. Et ils prennent des décisions que beau temps, mauvais temps, ils vont vivre au meilleur de ce qu'ils peuvent. Alors, regardez bien, on vient de vivre une recrudescence d'intérêt. Il y en a qui paniquent. Vous le savez, les amis, on est là-dedans. Par contre, il y en a qui disent, OK, je vais y faire face, je vais tout faire ce que je peux pour passer à travers. Alors, c'est l'attitude vient jouer un rôle important. Il y a un autre phénomène aussi dans le mindset. Tout le monde connaît Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki dit quelque chose dans son livre qui a resté marqué chez moi. Ben, je n'avais pas appris ça, moi, les premières années dans mon cheminement. Ne jamais te placer dans une position de faiblesse dans toute forme de circonstances et de négociation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Tu ne négocies pas quand tu es en période de faiblesse. Ni avec ta conjointe, ni avec ton conjoint, ni avec tes enfants. Tu t'en vas pas négocier pour te payer ton loyer ou ton char. J'ai déjà dit à un de mes jambes ce que j'aurais dû comprendre quand j'avais 20 ans. C'est mieux de rester dans le sous-sol de chez ta mère avec 100 000 $ dans ton compte de banque cash, avec une minoune payée. Puis quand tu vas négocier pour gagner
non pas pour faire un paiement d'auto, non pas pour faire un paiement d'hypothèque. Tu es à l'épreuve des balles. Tu es invincible. Tu négocies gagnant-gagnant. Tu négocies pas pour boucher des trous. Tu négocies pour gagner. Et la majorité des gens, malheureusement, négocient à cause du manque, de la peur. On négocie avec nos conjoints, avec nos conjointes parce qu'on est des pissous, puis on est des pissounes. On a peur de les perdre. On a peur de s'affirmer avec respect. On a peur de dire non parce qu'on a peur de perdre. Et c'était mon cas pendant des années où on a peur de dire non parce que j'ai peur de perdre. Alors, je négocie comme une victime. Je pense comme une victime. Je pense comme un perdant. Je veux faire de l'argent parce que je vis dans le manque. Je ne veux pas faire de l'argent parce que je veux augmenter ma qualité de vie. Je vis dans le manque, fait que je veux faire de l'argent. Fait que je suis toujours dans le manque. Peu importe le montant que j'ai toujours peur d'en manquer. Le bateau du voisin est toujours plus gros que le mien. Le char du voisin est toujours plus neuf que le mien. La maison du voisin est toujours plus grosse et ainsi de suite. Les voyages du voisin sont toujours plus luxueux. Et ça finit plus parce que je performe dans un état de manque. Je ne performe pas dans un état de gratitude quotidiennement. Je n'ai plus de gratitude pour les choses que je possède. J'ai plus de gratitude pour la santé que j'ai, la femme que j'ai, l'enfant que j'ai, les parents que j'ai ou les parents que j'ai eus. J'ai peut-être eu un père ou une mère tout croche, mais ils m'ont quand même donné la vie. Ils m'ont quand même laissé un certain héritage. Ils n'étaient pas parfaits ni un ni l'autre, mais ils ne pouvaient pas me donner ce qu'ils avaient. Alors, j'ai fini de laisser la faute sur le gouvernement, sur les parents, sur le conjoint, sur la conjointe. C'est plus de la faute à personne. Je suis responsable de la gestion de mes émotions face à mes responsabilités. OK? Face à mes responsabilités. Je vais vous conter une anecdote qui n'a pas rapport avec l'argent. Vous connaissez ma fille, Marie-Michel, qui a 30 ans. OK? J'ai 6 enfants. Une bonne journée, elle a 18 ans, elle reste à la maison, disons. Elle n'a pas de voiture qui lui appartient. Et c'est une fin de semaine de verglas. N'oubliez pas que moi, j'ai pensé comme une victime pendant des années, comme un pissou pendant des années. La peur de perdre, la peur de dire non parce que j'ai peur de perdre. Alors, un petit papa, je vais prendre l'auto puis je vais aller voir mon chum. Écoutez, il est 8 heures le soir. Là. Et c'est du verglas dehors. Là. J'ai dit, Marie-Michel, c'est définitivement non. Tu vas m'haïr peut-être par une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. C'est correct. Ça fait partie de la game. Mais moi, je ne prendrai pas la responsabilité de te laisser partir avec l'auto de ton père et ta mère en pensant que c'est possible que tu aies un accident, que tu te blesses ou que tu blesses quelqu'un. Moi, je ne pourrais pas vivre avec ça. Alors, je préfère que tu m'haïsses ce soir. Demain, par une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais que moi, je vais vivre avec la certitude que j'ai eu le courage de te dire non. Puis un jour, tu me remercieras, ma chérie. Et ça a été très dur pour moi de dire non parce que je vais être aimé de ma fille. Je vais être accepté. Puis là, c'est ma fille. Je veux vous parler de mes autres enfants. C'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça. Là. Alors, j'ai dit non, ma fille. Pourquoi? Parce qu'il y a un de mes chums très riche qui était 1 an sans voir sa fille. Il n'a pas réussi à battre son ego, à dire, à se pardonner, à lui pardonner. Puis un bonsoir dans une semaine de verglas aussi qu'on a vécu il y a 15 ans, la famille, à 11 heures, est dérangée par la police. La police arrive, puis on lui dit, on voudrait que vous veniez authentifier votre fille à la morgue. Elle est décédée aujourd'hui d'un accident d'auto. Ça faisait 1 an qu'il n'avait pas vu parce qu'il n'avait pas pris la décision de lui pardonner ou de se pardonner. Alors, à la lumière de cette expérience-là, j'ai dit à ma fille, non, mon trésor, je t'aime trop, je m'aime trop. Jamais je voudrais avoir ça sur la conscience que je n'ai pas été capable de dire non. Alors, le défi de dire non, c'est d'être capable aussi de se faire dire non par la vie. OK? Alors, je dois dire non. Je dois prendre mon courage à 2 mains et dire non, mon trésor, non, mon cœur. Tu vas peut-être m'haïr, mais c'est non. OK? Et facile à dire, à faire sérieux. Si vous avez des enfants, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous avez des conjointes, j'ai eu des conjointes, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, moi, pendant ma vie,
J'ai eu peur, j'ai pensé comme une victime. J'ai toujours eu peur de perdre ma conjointe, perdre mes enfants, perdre l'amour de l'un, perdre l'amour de l'autre, au détriment de moi-même. Alors, ça prend du courage pour rester soi-même avec amour et par amour. Ça prend du courage pour dire non et se faire dire non. Jean-Pierre? On va encadrer ce lunch-là du 25 mars. C'est de la dynamite, puis je suis content que les gens le réalisent. On a des très beaux commentaires. Manon Paquette, qu'on salue, très puissant. Alexandre aussi. Jean-Luc, très inspirant. Vraiment, je pense que les gens sont touchés directement. C'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup en 2024. Les gens se comparent, les gens évaluent leur valeur sur la richesse, sur le paraître, les voitures. Plus que jamais avec les réseaux sociaux, ils ont tellement de chances de se mettre en valeur que là, ça vient compenser beaucoup de faiblesses, beaucoup de... Pas toujours très beau derrière ça. Et là, toi, tu nous arrives avec quelque chose de complètement rafraîchissant, de différent, d'avoir le courage d'être qui on est. Moi, bravo, Ray, et puis merci beaucoup d'être là ce midi, là. Donc, super. C'est moi qui est très honoré. Puis, vous savez, je ne sais pas comment est-ce qu'il me reste de temps, là, mais j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a 8 ans. Tous les gens du monde de l'immobilier veulent devenir riches et millionnaires. On est d'accord? Je vois 2 millionnaires devant moi, mais il y en a d'autres qui le sont, puis il y en a d'autres qui veulent le devenir. Et on veut tous développer l'esprit millionnaire. Et moi, le premier. J'ai réalisé avec les années que tu ne peux pas développer un esprit millionnaire si tu n'as pas à la base un esprit militaire. Parce qu'un esprit militaire doit t'amener à gérer tes émotions en devenant millionnaire financièrement. Je vous donne un exemple. Vérifiable, véridique, j'invente absolument rien. Là, 8 ans, je fais beaucoup de coaching dans le monde de l'immobilier. Hein. Il m'arrive un gars, il dit, j'ai un gros problème. Il dit, moi, là, je suis sur le bord du suicide. Je veux me suicider. Ben, c'est quoi ton problème? Ben, il dit, mon problème, j'ai perdu la confiance en moi, j'ai perdu ma dignité, le respect de moi-même, j'ai tout perdu. Ben, il dit, explique-moi ça. Il dit, tu es encore quand même un jeune homme pour moi, tu as 45 ans, tu as l'air sain d'esprit. Oui, mais je vais te conter ma vie. Puis regardez bien, on veut tous, tous les gens à qui on coach depuis 22 ans veulent tous devenir millionnaires en immobilier. Ils ne sont pas là pour être pauvres, là. Et lui, il dit, j'ai gagné il y a 3 ans 2 millions à la loterie. Je l'ai déjà raconté, je vais le raconter à nouveau. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu. 2 millions cash. Chauffeur d'autobus, un homme honorable, un homme courageux, un homme honnête. 3 ans plus tard, il est en faillite. Regardez bien, là, il gagne 2 millions cash, là, clair d'impôt, du jour au lendemain. Bang! Et 3 ans après, il est en faillite. Ben, il est arrivé quoi? On sait ce qui est arrivé. Gestion des émotions. Pas capable de dire non. Facile à dire non, mais c'est pas facile tant que ça. Il gagne 2 millions. Son enfant lui demande, écoute, papa, j'ai 100 000 $ de dette. J'aimerais ça que tu me donnes 100 000 pour payer mes dettes. Qu'est-ce que papa dit? Il ne peut pas dire non. Mais il faudrait qu'il dise non. Et sa fille, la même chose. Son comptable, la même chose. En tout cas, pour faire une histoire longue, à force de ne pas être capable de dire non, 3 ans plus tard, il est en faillite. Bon. Si tu penses que moi, j'ai 2 millions dans mon compte de banque, cash, que je peux vivre en millionnaire, d'après vous autres. Jean-Pierre. Non, il faut faire attention. L'argent est... Puis je pense que le fait de la gagner versus de l'obtenir via la loterie, on a le temps de cultiver notre rapport avec l'argent. Exact. Exact. Alors, faisons des chiffres, parce que c'est de la mathématique, l'immobilier. Le gars, il gagne 2 millions. Il le place, disons, dans un excellent placement, puis on va être hyper conservateur là, à 5 %, mettons. 5 % de 2 millions, ça fait combien, Jean-Philippe? 5 % de 2 millions, c'est 100 000. Ça fait 100 000. Ouais. Brut.
Il reste combien net? 70, mettons. 70, 75. OK. Alors, est-ce qu'il peut vivre en millionnaire? Non. Parce que s'il fait 1500 piastres par semaine, il ne peut pas s'acheter une Mercedes de 200 000. Il ne peut pas s'acheter une maison d'1 million. Il ne peut pas s'acheter un chalet d'1 million. Il va quand même bien vivre, mais il ne peut pas donner une scène sur son 200 000. Et son 2 millions dans 10 ans ne vaudra plus 2 millions. Alors, sur son 70 000, il va falloir qu'il en garde pour conserver son capital. Alors, ce n'est pas parce que tu deviens millionnaire en cash que tu peux vivre en millionnaire. Et le problème que moi j'ai eu pendant des années, je parle pour moi, je ne suis pas moi de parler des autres, c'est le même problème que le gars qui a gagné 2 millions. Tu t'imagines que tu es millionnaire jusqu'à la fin de tes jours, tu n'as pas besoin de gérer ton cash, tu vas toujours être là. Mais tu n'es pas capable de dire non. Probablement, tu ne te dis pas non toi-même, tu n'es pas capable de dire non à ta conjointe, ni à tes enfants, ni à tes amis, et ainsi de suite. Alors, dire non, c'est d'avoir le courage d'accepter qu'on se le fasse dire, d'avoir le courage, nous autres mêmes, de le dire à des propositions qui ne nous conviennent pas. Alors, c'est sûr que ces enfants l'ont traité d'imbécile, de stupide, parce qu'il n'y a plus une scène. Puis s'il avait dit non, ses enfants, il serait encore millionnaire, il vivrait avec 50 000 net, qui est 1 000 piastres par semaine net, l'air d'impôt. Tu peux quand même vivre honorablement. Ses enfants le traiteraient d'écœurant pareil. Alors, te faire traiter d'écœurant sur un bord, d'écœurant sur un autre bord, choisis comment tu veux te faire traiter. Ben, contrôle la gestion de tes émotions. Alors, c'est pour ça qu'on va voir. Pardon? Termine, Ray, excuse-moi. On termine, mes amis. Gestion de nos émotions. Du gros stock, vraiment. Moi, je vais réécouter ça avec beaucoup de plaisir. J'espère, enfin, on soit de très bons commentaires, que les gens réalisent la valeur. Il y a beaucoup de messages là, ce midi. C'est un condensé d'énormément de sagesse, de beaux messages qui font du bien, qu'on n'entend pas assez. Et des gens comme toi ont tellement leur place dans un groupe immobilier comme le nôtre, où est-ce qu'on est drivé facilement sur d'autres choses. Vraiment, ça a été un midi extraordinaire. Jean-Philippe, avant de donner la parole à Ray, il y a des choses qui t'ont frappé ce midi, que tu as retenues? J'adore. En fait, tu as tellement dit de belles choses, Ray. Je pourrais faire de long en large. Mais tu sais, de revenir sur le concept des besoins matériels, c'est drôle, moi, dans la vie, j'avais entendu, je me souviens plus c'est quel livre ou podcast, l'argent, c'est un lubrifiant. Moi, j'aime ça le voir comme ça, dans le sens où ça ne m'apportera pas nécessairement plus de bonheur, mais ça va faciliter certaines choses. Par exemple, de prendre un voyage, ben, tu peux te permettre la classe affaires, par exemple, dans un voyage. Fait que ça t'apporte une certaine, disons, lubrification de la vie, ça facilite les choses. J'aime beaucoup. Ça n'a jamais été un indice de bonheur. On est dans les partages ce midi très profonds, mais pour ceux qui me connaissent plus intimement, moi, j'ai perdu ma soeur, j'avais 19 ans. Elle était partie faire une tournée autour du monde, malheureusement décédée dans les montagnes népalaises. Et elle avait 28 ans, j'en avais 19, je devais aller la rejoindre en voyage. Bref, tout ça est arrivé et ça a changé le cours de ma vie. En fait, moi, ça m'a aligné vraiment sur qu'est-ce que je peux faire pour profiter le plus possible de la vie, sachant qu'elle peut se terminer rapidement comme ça. Fait que l'argent a toujours été un véhicule pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir vivre des expériences, passer du temps avec les êtres chers, encore une fois, en sachant qu'on n'a pas la finalité, elle peut être plus rapide que qu'est-ce que c'est. Fait qu'autant que ça a été un événement extrêmement tragique dans ma vie, dans ma famille, ça a changé la vision de ma vie, puis ça me ramène au moment présent. Oui, je l'égare parfois, c'est pas parfait. Des fois, on se ramène, des fois, ça va mal dans l'immobilier, on est marabout. Puis on se ramène au fait important de dire « Hey, j'ai 3 enfants, sont en santé. J'ai une maison, j'ai encore mes 2 parents, j'ai encore une sœur. » Puis de partager ces moments-là avec eux, pour moi, ça vaut toute la richesse du monde. En fait, je le vois comme ça, c'est un lubrifiant pour profiter de la vie, pour pouvoir avoir de plus belles expériences.
j'utilise cet argent-là pour avoir des expériences avec les enfants aussi, pour qu'on mette ça dans une petite boîte à souvenirs. D'ailleurs, dernièrement, il y a un des panneaux, on avait été avec mon père au Super Bowl. J'ai dit, papa, c'était déjà joué au football, on va se payer des billets pour le Super Bowl. Ça, c'est dans ma banque d'expérience. J'ai dit, papa, on va mourir et on va se souvenir de ça. C'est pas grave, l'argent, c'est un lubrifiant pour aller assister à cet événement-là, puis se dire, Christy, on était là, on recevait plein de messages de dire, si mon père avait été encore en vie, j'aurais aimé ça, vivre ça avec lui. Fait que cette finalité-là fait que la vie est belle. Profitez-en, tout le monde. Je passe le message. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Et le mot de la fin à notre conférencier vedette, invité, inspirant, notre allumeur, notre réveilleur de conscience et bref, de tout ce que tu fais. La parole est à toi, Ray. Merci encore d'ailleurs pour ce message. Premièrement, je remercie Jacques Lépine d'avoir parti de club il y a 22 ans. Jacques disait, on va faire de la technique, oui, mais si on peut participer et aider les gens à devenir des meilleures personnes, alors oui, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont bénéficié. Évidemment, je remercie à la suite et à la continuité à Yvan Palise et à tous les coachs. Et moi, c'est un grand privilège de partager ma passion, d'inspirer les gens. Selon mon expérience et mon vécu, sans qu'il soit parfait, loin de là, mais avec amour et par amour. Alors pour moi, merci tout le monde. C'est un grand privilège que vous soyez là, même si je ne vois pas tous vos beaux visages, Alexandre Boujard, Barbara Hines, tous les autres là, que je ne vois pas. Alors merci d'être là. Et évidemment, je souhaite d'être là. Je faisais des faces avec Yvan. Yvan me dirait, il dit, on va te faire un bien cuit à 100 ans. Alors, il m'en reste encore au moins pour 20 ans. Alors, merci au club, merci à tous les coachs, merci de cette magnifique opportunité de partager ma passion. Merci à vous deux, les amis. Ça a été un privilège. Puis merci à tous les participants qui nous écrivent de plein de belles choses. On va tout revoir ça un petit peu plus tard, mais des participations, des beaux témoignages très riches. On voit vraiment que, comme on répète parfois au club, les gens savent compter, mais ils savent ce qui compte aussi. Donc, voilà. Super. Hey, ça, c'est bon. Oui, on va se revoir. Christine a réagi, elle a dit « Wow! » On va prendre une pause pour la fin de semaine de Pâques. On vous souhaite justement de retrouver de l'équilibre avec vos proches, vos amis, vos activités personnelles, tout ce qui fait du bien finalement. Donc, pause lundi prochain. On se revoit, nous, le 8 avril lors du 162e épisode avec Marie-Annick, complètement dans un autre registre. On revient dans le concret, la technique avec l'entrepôt de la Rénault. Ce sont des gens qui offrent des matériaux à bon prix et elle va nous parler de son entreprise. Quelle est la différence avec les grandes surfaces, par exemple? Donc, je sais qu'il y a plusieurs investisseurs qui traitent avec l'entrepôt de la Rénault depuis qu'ils sont membres corporatifs. On l'aura avec nous dans 2 semaines. D'ici là, écoutez, on vous souhaite une bonne poursuite, un bel équilibre. Merci encore d'avoir été avec nous ce midi. Puis moi, je suis toujours très, très fier d'être associé au club et de ces belles valeurs-là qui font tant du bien. Merci d'avoir pris le lunch avec nous et on vous dit go, go, go. À très bientôt. Au revoir. Go, go, go.